Chers amis, et selon la formule à laquelle vous êtes maintenant habitués, chers ennemis, je dois dire que par les temps électoraux qui courent, il y en a de plus en plus, notamment sur les réseaux sociaux, et ça fait vraiment plaisir. Si les gens qui m'insultent savaient à quel point ils me font plaisir, ils arrêteraient de le faire. Alors, quelle semaine? Évidemment, les questions qu'on se pose sont toutes liées à l'élection qui va avoir lieu dimanche et puis qui aura lieu le dimanche d'après pour départager les candidats. Tout le monde annonce, bien sûr, que le Rassemblement national aura de très nombreux députés. C'est les sondages concordants qui le disent. Faut-il pour autant se fier aveuglément aux sondages? Je ne le crois pas, même si j'ai l'intuition politique que, effectivement, il va y avoir un raz-de-marée du Rassemblement national. Quand je pense qu'en 2012, Marion Maréchal et moi-même, nous n'étions que deux. Deux qui ont essuyé toutes les éclaboussures, tous les tirs de barrage, toutes les insultes. Seuls au Parlement, nous étions deux au Parlement. Bon, maintenant, vous vous rendez compte du chemin qui a été accompli depuis, et c'est tant mieux. C'est tant mieux. Mais quand même, ça serait gentil de temps en temps de ne pas oublier ceux qui, les premiers, sont sortis de la tranchée parlementaire pour creuser le sillon. Enfin, quelles sont les questions qu'on s'est posées cette semaine et quelles sont les questions qu'on va se poser? Le débat est constitutionnel. Il tourne autour du président de la République. Première question, le président de la République, si le Rassemblement national obtient la majorité, aura-t-il la mainmise, la maîtrise sur la politique étrangère? Voilà la question qui fait débat aujourd'hui. Alors, on entend certains qui disent oui, d'autres qui disent non. Moi, j'ai voulu me faire une opinion entre les contradictions. 3 articles de la Constitution traitent des prérogatives du président de la République, en ce qui concerne bien sûr le domaine de l'international. Les articles 13, 14 et 52. Excusez-moi, je vais être obligé chaque fois de citer les articles parce que c'est une habitude de juriste et puis ça permet quand même de vérifier. À votre avis, ces articles concernent quel domaine de la politique internationale? Ben, vous allez tomber de haut. Ça concerne la nomination des ambassadeurs, la négociation et la ratification des traités, et ça concerne le fait que le président de la République doit être également informé de toute négociation, vous me direz c'est quand même normal, tendant à la conclusion d'un accord international non soumis, je précise, à ratification. Alors, bien évidemment, on entend tous parler du domaine réservé. Quel est ce domaine réservé? C'est un mythe. C'est une création purement gaullienne. Le domaine réservé est né de la prestance constitutionnelle, de l'autorité constitutionnelle de Charles de Gaulle. Lui, il agissait dans le domaine international sans se préoccuper de son Premier ministre qu'il aurait pu du reste envoyer baldinguer comme il voulait. Des preuves, quand il a décidé de l'autodétermination de l'Algérie en 1959, il l'a fait de sa propre initiative. Quand il a décidé de donner un coup d'arrêt à la supranationalité européenne en 1962, il l'a fait de sa propre autorité. Quand il a retiré les forces françaises de l'OTAN en 1966, pareil, il l'a fait de sa propre autorité. Et quand il a décidé d'enclencher le processus diplomatique qui a surpris tout le monde du reste, avec l'Est, il l'a fait de sa propre initiative. Mais il s'agit beaucoup plus d'un comportement, comprenez-le, que d'un texte constitutionnel. On peut donc dire qu'il n'y a pas de domaine réservé,
mais que ce domaine n'existait que parce que De Gaulle avait la puissance, la potestas, comme disaient les Romains, qui lui permettait de s'attribuer ce domaine comme étant sa chasse réservée. Le président de la République, quand même, peut décider seul de certaines mesures, mais elles sont très limitées. Très limitées. L'article 20 de la Constitution, savez-vous ce qu'il dit ? Il dit que c'est le gouvernement qui détermine et qui conduit la politique de la nation. Qui détermine et qui conduit la politique de la nation. Mais le président peut quand même, sans le contreseing ministériel, prendre la décision de dissoudre l'Assemblée nationale, de s'adresser au Parlement, de réunir le Congrès, et surtout, on va en parler parce que ça préoccupe beaucoup de monde, mettre en application le feu nucléaire de l'article 16. N'oublions pas quand même, et c'est tout à fait excessif à mon avis, que le président de la République peut nommer 3 membres du Conseil constitutionnel. Alors, question maintenant. Monsieur Bayrou, du reste, s'est trompé là-dessus. Est-ce qu'il reste le chef des armées ? Voilà la question qui va agiter tout le monde pendant le 2e tour, vous allez voir. Concernant la défense nationale, le doyen Fabre, mon maître en droit constitutionnel, et le maître de beaucoup de constitutionnalistes, je vous renvoie du reste à son traité de droit constitutionnel qui est un chef-d'œuvre. Il y a aussi celui de Duverger qui vaut la peine d'être lu, mais le doyen Fabre nous disait qu'en matière de défense nationale, la Constitution de 1958, je le cite, ne brille pas par la clarté. D'accord ? Donc, que chacun demeure quand même modeste dans la capacité à interpréter la Constitution sur cette question. Elle ne brille pas par la clarté. Alors, De Gaulle, bien sûr, on en revient à lui, puisque la Constitution de 1958, c'est lui. De Gaulle, bien sûr, dépassait la Constitution. Et sa personne, à elle seule, faisait une interprétation de la Constitution. Une interprétation qui se valait historiquement et mécaniquement. Il était le géant constitutionnel, mais il n'est plus là. Et aujourd'hui, on a des présidents de la République de pacotille. L'avant-dernier en date, on l'a vu jouer avec une balle. Bon, on est loin quand même du charisme gaullien, vous me l'accorderez. Bon. De Gaulle n'est plus là. Et le vide qu'il a laissé, s'il fut un temps un peu occupé par Pompidou, par Giscard, un bref moment, par Mitterrand, non pas du point de vue de l'écriture, mais du point de vue de la stature, du point de vue de la théâtralisation, depuis, il n'y a plus que des nains médiatiques agités du nombril, vous me l'accorderez. Selon l'article 5, le président de la République est garant, écoutez bien, parce que c'est là où on va entrer dans la discussion, de l'indépendance nationale et de l'intégrité du territoire. Oui, c'est à lui que revient le devoir de protéger le territoire, d'éviter que sur le territoire ne viennent des ennemis, des terroristes. C'est son rôle essentiel, protéger l'intégrité du territoire, faire en sorte que le territoire ne se divise pas, faire en sorte qu'il n'y ait pas de partition, comme l'avait dit Hollande. L'article 15 lui décerne le titre césarien de chef des armées. Macron, comme dans une opérette d'Offenbach, est le général Boum Boum, le chef des armées. Alors, est-ce que vraiment ce titre renvoie à une réalité ? Non. Pourquoi ? Parce que l'article 20 de la même Constitution confère au gouvernement la disposition de la force armée et que l'article 21 stipule que le Premier ministre est responsable de la défense nationale. Et oui,
Monsieur Bayrou aux grandes oreilles, vous n'y connaissez rien, et vous feriez mieux de vous taire en prétendant donner des consultations de droit constitutionnel, demeurez au thème grec ou alors à la grammaire. L'article 16, le terrible, inquiétant, menaçant article 16, que le général de Gaulle, du reste, pendant les événements d'Algérie, avait mis en œuvre. Là, je suis désolé, il faut que vous soyez attentifs si vous voulez comprendre dans quel système vos droits et libertés demeurent encadrés, avec les risques aussi qu'un moment peut y porter comme atteinte. La Constitution autorise, par l'article 16, le président de la République à prendre, écoutez bien, les mesures exigées par les circonstances. C'est flou, c'est fou. Une telle formule confère au chef de l'État la compétence la plus vaste, la plus étendue, et elle lui permet, pendant la période d'application de l'article 16, de se substituer au Parlement et au gouvernement. Néanmoins, quand même, le pouvoir du président de la République n'est pas arbitraire, heureusement du reste. Il ne doit s'exercer que dans un but déterminé. Vous me direz, qui d'autre que lui peut s'imposer de respecter le but, et il est soumis à certains contrôles. D'abord, il y a une limitation matérielle de l'article 16 quant au but. Je cite, « Les mesures doivent être inspirées par la volonté d'assurer au pouvoir public constitutionnel, dans les moindres délais, les moyens d'accomplir leur mission. » C'est vague. On n'a aucune jurisprudence. C'est une formulation très abstraite, très générale, qui peut permettre vraiment un usage abusif. Alors il y a un contrôle, mais vous allez voir, c'est léger. Il y a le contrôle des tribunaux, le Conseil d'État, qui ne contrôle que les décisions, attention, prises en matière réglementaire, c'est-à-dire assimilées à des actes administratifs. Aucun contrôle judiciaire, qui est pourtant garant des libertés individuelles, la Cour de cassation n'a aucun moyen de contrôle. Le Conseil constitutionnel, le président, est obligé de le consulter. Il vérifie si les mesures prises visent bien au rétablissement le plus rapide de la Constitution. Mais c'est un contrôle de légalité. Ça veut dire que l'avis du Conseil constitutionnel ne lie pas le président, qui peut un jour être fou du reste, à lier. C'est donc un contrôle restreint. Et puis, il y a le contrôle du Parlement. Il se réunirait, si l'article 7 était appliqué, de plein droit. Bon, la dissolution de l'Assemblée est impossible, de toute façon, elle l'est pendant 1 an. Le Parlement peut intervenir dès que les conditions qui ont justifié l'application de l'article 16 ne sont plus réunies. Après 30 jours, le Conseil constitutionnel peut être saisi par le président des assemblées et 60 députés aussi peuvent, ou sénateurs, peuvent le saisir pour vérifier si les fameuses conditions dont je vous ai parlé sont réunies. Alors, quand on entend, comme ça a été le cas lors d'un débat que j'ai eu sur LCI, des intervenants dire « mais vous vous rendez compte, si le Rassemblement national arrive au pouvoir, ça va être le désordre, etc. Ça ne pourra pas être pire que pendant les Gilets jaunes. Hein. Bon, et ça ne pourra pas être pire que pendant certaines émeutes qu'on a vues. Est-ce que le président va décréter l'article 16 ? Oh, il peut s'y amuser, puisqu'il se prend pour Néron, mais ça ira pas bien loin. Mais attention, au coin du bois des lois, il y a l'article 7 de la Constitution, alinéa 1, 2, 3 et 4. Et là, c'est l'article dans lequel je ne vais pas entrer en détail, parce que ce serait trop compliqué et ça vous fatiguerait, mais le gouvernement peut faire constater par le Conseil constitutionnel l'état de vacances. Pas les grandes vacances, hein, l'état dans lequel le président ne serait plus en mesure d'exercer le pouvoir et le faire démettre pour provoquer
d'autres élections. Voilà le contexte politique, constitutionnel dans lequel on est. Est-ce qu'il y aura le chaos? De toute façon, s'il y a le chaos, il y a le code pénal. Et quand j'entends des intervenants dire « oui, mais vous comprenez, ils vont descendre dans la rue », eh bien on les fera remonter dans leur demeure. C'est tout. La loi pénale, elle s'applique et on doit la faire respecter. Et on a les moyens, croyez-moi, de le faire. Il n'y a pas de raison de laisser le désordre s'installer. Donc, allez voter en paix, en toute tranquillité. Nos institutions sont solides et elles ont résisté à beaucoup de chocs et elles pourront résister, croyez-moi, aux chocs à venir. Quittons un peu notre cher et beau pays pour nous retourner du côté de Bruxelles. Voilà. Ursula est de retour. Ursula, morne-pleine. On pensait que l'on pourrait s'en défaire, mais on ne se désembrouille pas des amitiés, des tractations, des complications européennes. Les chefs d'État, à l'exception de Mélanie, je crois, et de Orban, se sont accordés pour reconduire Ursula von der Leyen. Elle est honnie par les peuples européens. Beaucoup de gens espéraient qu'elle ne reviendrait pas avec sa prétention. Eh bien voilà, elle revient. Elle n'a toujours pas donné au demeurant ses SMS, mais elle revient et en toute tranquillité, le 18 juillet, sauf erreur de ma part, elle sera investie, entre guillemets, par les nouveaux députés. Bon, écoutez, je vous souhaite 5 ans de bonheur avec Ursula von der Leyen. Chers amis, nous allons continuer à faire l'émission jusqu'au 15 juillet, parce qu'il faudra bien, à cause des élections, continuer à commenter cette actualité qui va être, à mon avis, flamboyante, au sens premier du terme. Et donc on se retrouvera, alors là, non pas le vendredi, parce que l'organisation des vacances oblige à une transformation, mais le lundi à la même heure, 18h. Lundi, 18h. Donc je vous donne rendez-vous à, non pas le lundi qui vient, bien sûr, mais l'autre lundi. Rendez-vous le lundi 8 juillet à 18h pour faire le commentaire de ce qui se sera passé. N'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche, c'est vrai que vous êtes de plus en plus nombreux et ça nous fait bien plaisir. Merci, bonne semaine et votez bien. Qui vote, botte.